La région des Grands Lacs, au cœur de l'Afrique. Un continent que l'on dit oublié, condamné à l'enlisement. Révolte, coup d'État, famine, génocide, dictature bananière, pression de la Banque mondiale et du FMI, on n'en finit pas de dire que l'Afrique est mal partie. Pourtant, dans cette région, des hommes essayent depuis 6 ans de lutter contre la fatalité, de prendre en main leur destinée. Les anciennes puissances coloniales ont été momentanément marginalisées, mais ont-elles pour autant renoncé à maintenir leur domination économique? Sous les traits d'un drame shakespearien où les alliances régionales se font et se défont, où les destins personnels provoquent trahison, haine et vengeance, une nouvelle Afrique cherche à s'affirmer. Depuis le génocide au Rwanda jusqu'à la prise du pouvoir au Zaïre par Laurent-Désiré Kabila, ce film tente de comprendre quelles sont les véritables motivations des principaux acteurs de la région et quelles sont leurs chances de parvenir à rompre avec l'ordre ancien. D'abord, nous sommes le centre de l'Afrique, le cœur de l'Afrique. Nous faisons le lien entre le sud, le nord, l'est et l'ouest. C'est une position on ne peut plus stratégique, une position capitale en Afrique, car la libération du Zaïre représente la possibilité pour tous les autres pays d'Afrique de pouvoir enfin se développer. Vous savez, ce pays a depuis toujours été un frein au développement de la région, une sorte de base arrière à partir de laquelle il est possible de déstabiliser tous les pays voisins. Le Zaïre, véritable verrou au cœur de l'Afrique, partage ses frontières avec 9 autres pays voisins. Immense, riche, gorgé d'or, d'uranium et de diamants, il attire depuis toujours les convoitises. C'est le roi Léopold de Belgique qui le premier se l'approprie. La population est divisée en plus de 200 tribus. Pour régner, tout naturellement, les Belges encouragent les haines ethniques. La Belgique s'empare en même temps du tout petit Rwanda voisin, un pays où l'ethnisme est presque inexistant. Pour mieux asseoir leur pouvoir, les Belges vont donc l'attiser. La population est séparée en deux à partir de critères physiques. Les Tutsis sont la race dominante. Ils sont intelligents, distants mais polis. Très diplomates, ils manquent parfois de franchise. Les Hutus, qui représentent 90% de la population, sont des paysans bantous, à l'âme lourde et passive, ignorant tout souci du lendemain. Les Tutsis minoritaires ont droit à l'éducation. Les Belges en font la classe dominante. Les Hutus, qui représentent plus de 85% de la population, sont relégués au rang de sous-classe. Tout est mis en place pour qu'un jour, Hutus et Tutsis s'entretuent. En 1959, les Belges commencent à quitter le Rwanda. Ils laissent derrière eux 2 communautés qui se haïssent. Les Hutus prennent aussitôt leur revanche sur les Tutsis et les massacres commencent. À l'indépendance, les Hutus supérieurs en nombre accèdent au pouvoir. Ils se rapprochent alors de la France et tous les gouvernements de droite comme de gauche vont leur assurer un soutien inconditionnel. Persécutés, de nombreux Tutsis se réfugient au Zaïre. D'autres choisissent l'Ouganda. En 1986, Yoweri Museveni accède au pouvoir en Ouganda. Il aide aussitôt à la création du FPR, le Front patriotique rwandais. Son but, installer au Rwanda un gouvernement qui lui est favorable et rapatrier chez eux par la même occasion des dizaines de milliers de réfugiés Tutsis qui pèsent sur l'économie ougandaise. En 1990, les troupes du FPR tentent une première fois de renverser le régime en place au Rwanda, mais l'offensive échoue grâce à une intervention militaire française. En avril 1994, quand l'élimination systématique des Tutsis du Rwanda commence, le monde entier s'indigne, mais aucun pays ne s'interpose pour arrêter les massacres. Seule la France propose à la communauté internationale d'intervenir, nom de code de cette mission, Opération Turquoise. Le téléphone a sonné et le président Mobutu a eu quelqu'un au bout du fil, je ne sais pas qui. Est-ce le président Mitterrand? Est-ce le premier ministre Balladur? Est-ce le ministre des Affaires étrangères Juppé? Je ne saurais vous le dire. On lui a demandé
si on pouvait se servir des aéroports de Kisangani, de Goma et de Bukavu, parce que on voulait lancer l'opération turquoise. Le président Mobutu a donné son accord. Les troupes françaises pénètrent au Rwanda pour établir à l'intérieur de ce pays une zone de sécurité destinée à accueillir la population qui fuit les combats. Les réfugiés de la zone turquoise sont ensuite évacués sous protection de l'armée française à l'est du Zaïre, vers les villes de Bukavu et de Goma. Pendant l'opération turquoise, de violents combats opposent les forces armées rwandaises et les Interamwe des miliciens Hutus aux rebelles Tutsis du FPR, le Front patriotique rwandais, qui tentent de conquérir le pouvoir à Kigali. Après 4 ans de maquis, le FPR progresse rapidement et dangereusement vers la zone turquoise. À sa tête, le major Paul Kagame, un Tutsi formé aux États-Unis et déterminé à poursuivre l'armée Hutu et les responsables du génocide. Pour Paul Kagame, l'intervention humanitaire française n'est bien évidemment qu'un prétexte. Avec l'opération turquoise, Paris cherche avant tout à protéger la déroute de ses alliés Hutus. Ils étaient tout simplement en train d'offrir des sanctuaires aux massacreurs, chez nous, au Rwanda, pour qu'ils puissent bénéficier de la protection française. Des centaines de milliers de femmes, d'hommes et d'enfants fuient le Rwanda, emportant avec eux tout ce qui peut être sauvé. Une véritable marée humaine traverse la frontière du Zaïre sous la protection des militaires français. La plupart des réfugiés sont des civils d'origine Hutu. Tous n'ont pas participé au génocide, mais l'avancée des soldats Tutsis du FPR leur fait peur. Ils craignent des représailles aveugles de la part des vainqueurs. Mais les civils ne sont pas les seuls à profiter de la protection française. Mélangés aux réfugiés, les soldats de l'ex-armée rwandaise prennent eux aussi la route du Zaïre. Et c'est sans être inquiétés par l'armée française qu'ils traversent avec armes et bagages la frontière zaïroise. J'ai vu tout un gouvernement fuir la guerre avec les attributs de l'État. Parce que non seulement toute l'armée rwandaise a traversé la frontière avec des armes lourdes et légères, mais il y a eu la Banque centrale qui a traversé et tout le reste, les véhicules de l'État et tout a traversé. Donc c'était un flot de gens qui venaient, toute une armée qui entre avec des blindés, avec des chars et qui fuit la guerre et qui entre chez vous. La région du Zaïre où se réfugient les civils et les militaires Hutus est principalement peuplée de Tutsis du Rwanda, venus en 1959 chercher refuge au Zaïre pour fuir les exactions Hutus. La plupart se sont installés dans les provinces frontalières du Sud et du Nord Kivu. Ces Tutsis rwandais, appelés Banyamulenge, sont depuis devenus citoyens zaïrois. Mais des citoyens de seconde zone, toujours suspectés par Mobutu d'être restés fidèles au Rwanda. C'est dans ces deux provinces, peuplées de Tutsis, que 35 ans plus tard, des centaines de milliers de Hutus accusés de génocide ou de complicité de génocide trouvent refuge. On se sentait menacés, et surtout nous, les Tutsis. Les Tutsis se sentaient menacés parce que ces gens, ils fouillaient une armée qui disait une armée de Tutsis. Et ils venaient d'assassiner plus de 1 million de Tutsis. Donc on se sentait dans une insécurité totale. Nous rendions compte que la situation était explosive. Nous rendions compte que nous allions au-devant de nouveaux conflits et qu'il était important de trouver une solution. Cette solution pouvait être ou le retour volontaire des réfugiés Hutus dans leur village. Et il y avait une première difficulté, ils avaient peur de retourner, et on n'avait aucune garantie qu'il n'y aurait pas un contre-génocide de la part des Tutsis au pouvoir. Ou une seconde étape, une seconde formule, c'était le nettoyage des camps et l'élimination des militaires qui dominaient ces camps. Et une troisième formule, c'était le déplacement de ces camps à l'intérieur du territoire. Dans les camps installés le long de la frontière zaïroise, l'aide internationale s'organise. Plus d'1 million de dollars arrivent chaque jour en nourriture et en matériel.
Très vite, ceux que l'on accuse de génocide prennent le contrôle des camps. La plupart ont même gardé leurs uniformes et se réorganisent. Rassurés par la liberté dont ils disposent, soldats et miliciens hutus recommencent à prêcher l'épuration ethnique et recrutent parmi les réfugiés. Une fois encore, la haine entre Hutus et Tutsis menace l'équilibre fragile de toute la région. Devant l'apathie des Nations Unies, Yoweri Museveni, le président ougandais, protégé des États-Unis, menace ouvertement d'intervenir si rien n'est fait pour empêcher la catastrophe annoncée. Nous avions supplié Mobutu de repousser ces réfugiés de la frontière jusqu'à l'intérieur du Zaïre, comme les Nations Unies le préconisaient, mais il a refusé. Nous avions supplié la communauté internationale de séparer dans les camps les réfugiés civils des militaires, mais ils ont refusé. C'était une décision délibérée. Dans les camps, les soldats Hutus se préparent à reconquérir le pouvoir à Kigali. Un peu partout, la nuit, le long de la frontière zaïroise, des volontaires recrutés parmi les réfugiés sont entraînés et formés au combat. C'était une affaire très sérieuse, qui risquait, si rien n'était fait, de mener à un autre génocide. Parce que le seul but de ces gens, c'était de revenir au Rwanda pour recommencer ce qu'ils avaient fait en 1994. Devant la menace, le FPR, à peine sorti du maquis, se prépare déjà à une nouvelle guerre. Il ouvre ses rangs et recrute au Zaïre parmi la population d'origine Tutsi, mais aussi parmi les opposants à Mobutu. Il fallait que nous préagissions, et nous avions déjà repéré des Zaïrois qui étaient prêts à combattre Mobutu pour nous, avec notre aide, bien sûr. En même temps qu'il prépare la guerre, Paul Kagame se rend au siège des Nations Unies pour tenter une dernière fois d'obtenir un engagement de la communauté internationale. La paix et la stabilité du Rwanda et de la région va dépendre de ce que la communauté internationale sera capable de faire et dans les délais les plus courts. Envoyer un signal ferme et fort aux criminels impunis de la région est bien évidemment la meilleure solution. Quand je suis rentré des États-Unis, et après avoir mis en garde le gouvernement américain et les Nations Unies, très honnêtement, j'étais dans un état d'esprit très combatif. J'étais prêt à prendre toutes les mesures nécessaires pour régler la situation. Au Rwanda, dans les camps du FPR, des milliers de Tutsis du Zaïre n'attendent plus désormais qu'un ordre pour passer la frontière. Mais Kagame voit déjà plus grand. Quitte à mener une guerre au Zaïre, autant essayer de mettre fin aux 32 ans de règne sans partage de Mobutu. Il sait qu'il peut compter sur la bienveillance des États-Unis qui aimeraient voir une nouvelle génération accéder au pouvoir en Afrique. Mais pour renverser Mobutu, une armée même entraînée ne suffit pas. Kagame doit avancer masqué, donner l'illusion que ses troupes ne font que conseiller une rébellion interne. Il lui faut donc trouver un homme de paille parmi les opposants à Mobutu. Ce sera Laurent-Désiré Kabila. Kabila a le bon profil, il est zaïrois, n'appartient pas à l'ethnie Tutsi et combat Mobutu depuis plus de 30 ans. Kabila était un petit joueur. Il vivait de l'arsen. Il se faisait de l'argent en exploitant illégalement des mines d'or, en faisant quelques enlèvements. Il persuadait les Chinois ou d'autres qu'il menait une révolution pour leur soutirer un peu d'argent. Il vivait en Tanzanie, dans une maison que lui prêtait le gouvernement. Il était sous la protection des services secrets. Je ne l'ai jamais vu faire d'affaires illégales.
Je pensais qu'il avait un potentiel, car il s'opposait à Mobutu depuis très longtemps. Et en plus, il était du Katanga, de l'est du Zaïre. Il parlait Swahili. Kabila parlait très bien notre langue, mais on savait aussi que c'était un piètre organisateur. Il n'avait jamais réussi à s'organiser contre Mobutu. J'ai accepté de le présenter à Kagame. Pourquoi? Parce que le Rwanda avait de sérieux problèmes avec Mobutu. J'ai donc demandé à Innocent Bissangwa de l'amener au Rwanda pour le présenter à Kagame. Je l'ai conduit à Kigali. Je savais où aller. Je connaissais le bureau du vice-président et les gens qui travaillaient avec lui. J'ai vu Kagame et je lui ai parlé de Kabila. Il ne le connaissait pas du tout. Je ne me souviens de